À l'association Histoire et Ministère de l'Aude, saison 2017, donc inaugurée aujourd'hui. Et donc voilà, ça fera notre, mine de rien, notre 8e saison à la salle pour nous-mêmes. Et ça fait depuis 2005 que les conférences existent sur le domaine. Un petit clin d'œil évidemment à notre cher maître Philippe de Bion, car c'est par sa volonté que ce lieu sacré a été réhabilité à travers Jean Grigny, qui est arrivé ici en 1970, voilà, près de la source, et qui a réhabilité les lieux. Et aujourd'hui, nous accueillons avec un très grand plaisir Johan Demer pour le thème Oasis de lumière. Johan qui va vous expliquer la nouvelle civilisation, si on peut dire, c'est-à-dire au temps présent comme au futur, comment se réorganiser dans une meilleure énergie, une énergie connectée, car on voit aujourd'hui, même avec un peu d'intuition et du bon sens, à quel point notre société est involutive et va dans le mauvais sens. Et si vous voulez, pour que les gens vivent mieux à l'intérieur de leur être et ensemble, à travers tout un tas de domaines comme la santé, la culture, du bien vivre ensemble et de l'évolution pour notre être, ce qui va nous permettre de vivre vraiment plus en connexion avec notre environnement. Je laisse la parole à Léon. J'ai oublié de vous rappeler qu'on a une petite pause, donc une pause crêpe comme d'habitude à l'association, environ comme tu veux, Johan. Et en deuxième partie, après la pause poisson, on fera un petit débat, voilà, vous pouvez poser des questions. Alors, Johan me dit que si vous voulez intervenir quand même pendant son intervention, n'hésitez pas, voilà. Merci à vous. Ok, de nouveaux arrivants, super. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci. En tout cas, c'est un grand honneur d'être présent ici au domaine de la salle. J'ai beaucoup d'amis qui m'en ont parlé. Ça fait depuis 3 ans que j'habite ici et puis je n'avais pas franchi le pas. Et grâce à Michel qui avait lu mon livre, il m'a mis en contact avec le lieu et l'association. Donc merci à l'association de m'accueillir. Au niveau de la voix, ça va? Je n'ai pas trop l'habitude de prendre un micro. Mais c'est vrai qu'avec un peu le vent, tout ça peut être... Comment? C'est bon, parfait. Donc voilà, aujourd'hui c'est une conférence sur le thème des oasis de lumière. Chaque conférence est différente pour moi, dans la manière de l'aborder, dans la façon dans ce que je transmets. Donc en fait, ce qui m'est venu aujourd'hui pour cette conférence, c'est parce qu'on pourrait parler de beaucoup de choses au niveau des oasis de lumière. On pourrait parler de la permaculture, des énergies renouvelables, du vivre ensemble, de la gouvernance organique. Bon, il y a plein de sujets qui pourraient faire l'objet d'autant de conférences. Ce qui m'est venu, c'était de vous partager une visite que j'ai effectuée au centre du Bon Pain dans le Var. Alors je ne sais pas si, je pense que vous connaissez le maître Omram Mirel Ivanov. Qui connaît le maître Omram ou son enseignement? Voilà. Bon, c'est facile, tout le monde connaît. En fait, j'étais très épris de l'enseignement du maître, je le suis encore, mais je lisais beaucoup et regardais ses vidéos il y a quelques années, 5-6 ans, je ne sais plus, maintenant le temps passe si vite. Et j'ai franchi le pas de visiter une fois son centre au nord de Fréjus. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du centre qui s'appelle le Bon Pain. Alors ceux qui connaissent, vous pouvez lever la main, je fais un petit sondage. On connaît, on a téléphoné, mais ils n'ont pas voulu nous recevoir, ils ont pas été. Oui, voilà. Bon, en fait, voilà, normalement pour visiter le centre, il faut être membre de la fraternité blanche, il faut être membre de l'association.
Moi j'ai eu l'occasion les portes étaient ouvertes, j'ai eu cette opportunité, ça m'a permis d'aller visiter et c'est une visite qui m'a beaucoup inspiré pour l'écriture du livre et pour ce que je transmets en fait au niveau des oasis de lumière, parce que dans le lieu qu'a créé le maître Ivanov, il y a un socle très très solide pour vivre en communauté. D'ailleurs, c'est tout l'objet de l'enseignement du maître Ivanov, c'était la fraternité solaire, comment vivre en harmonie. Et c'est par ça que je souhaite aborder cette conférence aujourd'hui. Voilà. Alors, donc en fait, je ne peux pas aussi parler des oasis de lumière et de l'enseignement du maître Ivanov sans parler de l'enseignement solaire, parce que ça je vais l'aborder aussi au cours de cette conférence, parce que pour moi c'est le soleil, c'est la fraternité solaire que vont incarner les oasis de lumière. Alors en quelques mots, pour vous décrire ma visite du Bon Fin, d'abord, en fait, quand je suis entré dans le lieu, j'ai vraiment été frappé, très étonnamment surpris par la vibration qu'il y avait sur le lieu. J'ai cru me retrouver au paradis. J'avais jamais vu ça. À l'époque, j'avais fait de l'énergétique, j'étais sensible aux énergies, pas encore autant qu'aujourd'hui, mais j'ai jamais rencontré un lieu comme ça. C'était hallucinant. Je voyais des particules de lumière partout autour de moi, je ressentais la présence des anges, des êtres de la nature, et j'ai tout de suite reconnu la main du maître Ivanov et de toutes les âmes qui ont œuvré à ses côtés sur le lieu. Voilà, en fait, il y avait une qualité vibratoire qui était très élevée. Je me suis ressenti comme dans une bulle de lumière. Il y avait le lieu, et tout autour il y avait autre chose, mais quand j'étais sur le lieu, c'est comme s'il ne pouvait rien se passer, j'étais sur un autre univers. Déjà ça m'a frappé, c'était un beau cadeau. Et donc déjà, pour moi, une oasis de lumière, ça comprend cet état vibratoire qui est propre au terrain, mais qui est propre aussi à la vibration des êtres qui vivent sur le lieu. En fait, je discutais donc avec Marc, on a aussi la présence de Maryse, qui a la Belle Verte, juste un peu plus bas. Et c'est vraiment le lieu qui nous appelle quand on fonde une oasis de lumière. On est attiré par le lieu, les êtres de l'invisible qui y siègent. Et après aussi, nous, en tant qu'êtres humains, on peut dire on est des gardiens du lieu, des ambassadeurs. Bon, on habite juste sur le lieu, mais on a un rayonnement. Et c'est comment on transforme le lieu matériellement et spirituellement. Et ça produit une vibration qui est tout de suite en fait palpable et qu'on peut ressentir. Alors, je ne vous cache pas, comme vous le savez, que Maître Ivanov était un grand magicien. Il consacrait tout, il était tellement relié au soleil, il était tellement dans la prière et dans la transmission, qu'en fait, simplement en arrivant sur le lieu, il avait tellement béni. Je ne sais pas si vous avez vu ce signe du Maître Ivanov. Au Bon Fin, ils se saluent tous comme ça, entre frères et sœurs. C'est simplement pour transmettre la lumière du cœur et du soleil aux gens qu'ils rencontrent. Et le maître Ivanov, il avait l'habitude de toujours aussi faire ces gestes-là pour saluer les gens. Et en fait, quand il faisait ces gestes-là, il bénissait tout le lieu et les gens qu'il rencontrait. Alors, sur le lieu, il y a une vibration très très forte. Et mais aussi en visitant d'autres lieux ici, parce que depuis que je suis arrivé dans la région, j'ai visité d'autres lieux. Et j'ai pu m'apercevoir que sur certains lieux, je ne vais pas les citer, mais j'ai vraiment ressenti des énergies particulières qui étaient aussi déposées par la qualité vibratoire et la présence des âmes qui vivaient en conscience sur le lieu. Et voilà, donc c'est mon introduction. En fait, pour les oasis des lumières, c'est déjà, quand on veut en créer une, c'est d'être soi-même le changement qu'on veut voir dans le monde et d'incarner cette présence. Et en fait, simplement, le lieu, quand vous allez accueillir en fait, des âmes qui vont vouloir se ressourcer, faire une expérience sur votre lieu de vie, vous n'avez rien besoin de faire, c'est simplement par votre travail quotidien que vous déposez une qualité vibratoire sur le lieu et que les âmes, elles sont sans la parole, elles sont ressourcées naturellement. Je pense même à ce lieu qui est déjà un centre d'accueil, de conférences, et puis qui a mis encore à évoluer, simplement par la qualité vibratoire des êtres qui y sont.
d'accord, quand les d'autres femmes se présentent, il n'y a pas besoin d'échanger, de faire un soin, de trop interagir. On est tout de suite baigné par une énergie qui nous place au-delà de notre personnalité et qui nous relie à beaucoup plus. Voilà, alors ça, je pense que vous l'avez déjà ressenti un peu tous, mais c'est ce que j'avais déjà envie de partager parce que vraiment c'était très surprenant et c'est important pour moi de le partager. Ensuite, ce que j'ai vraiment pu apprécier, c'est qu'au niveau de l'organisation de la vie au centre du Bonfin, j'ai vraiment reconnu la marque du maître Ivanov. Parce que le maître Ivanov, c'était un scientifique pour moi, un scientifique de la spiritualité. Il vivait selon les lois initiatiques et puis il avait une recherche perpétuelle en fait, du bien-être, de l'harmonie, de l'équilibre. Et lui, sa quête, c'était vraiment d'aller dans les moindres recoins de la conscience, de l'être humain, pour transformer les choses et tout harmoniser. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que le maître Ivanov et tous ceux qui l'ont accompagné à créer le Bonfin, à le développer, ils ont développé une organisation qui allie tant l'individuel que le collectif, le matériel et le spirituel. Voilà. Alors je ne veux pas prendre non plus le domaine du Bonfin comme l'idolâtrer ou dire c'est vraiment comme ça qu'il faut faire une oasis de lumière ou la créer. Chaque centre de lumière a sa propre énergie et il faut vraiment s'écouter soi-même. Il ne faut pas prendre de modèle, il faut se laisser inspirer par son âme et ce dont on a envie de créer sur Terre. Mais voilà, je vais continuer sur mon expérience. Et donc, par exemple, je sais que le matin, il y avait la méditation au lever du soleil. Tout de suite, des frères et sœurs se retrouvaient en haut de la falaise pour avoir une heure de méditation, de respiration, tout de suite pour se brancher et être connecté à son cœur et aux plus hautes sphères de lumière. Et ensuite, après cette méditation au lever du soleil, il y avait toute une partie de travail collectif. C'est-à-dire que chacun œuvrait au niveau de l'organisation, du lieu, du développement. Par exemple, il y en a qui œuvraient au niveau des jardins potagers, d'autres à préparer le repas, à être en cuisine, d'autres c'était au niveau des allées ou alors de l'autoconstruction. Il y avait toute une partie de leur matinée qui était sur la contribution à la fraternité. Donc chacun travaillait en fonction de ses ressentis, de ce qu'il souhaitait faire. Après cette période de travail, il y avait, ou de contribution, on va l'appeler comme ça, il y en a qui n'aiment pas, je sais, prendre le mot travail, il y avait un aspect de danse. Vous connaissez peut-être la panorhythmie. La panorhythmie, c'est une danse sacrée qui a été transmise par le maître Peter de Neuf. C'était un aîné du maître Ivanov. Et donc c'était une danse, c'est comme on pourrait dire le tai chi, le yoga ou le qigong, c'est quelque chose qui va harmoniser notre corps physique avec l'univers, avec tout le vivant. Et voilà. Donc il y avait ça, et ensuite il y avait des prières avant le repas, des chants, et le repas était pris en conscience. Voilà. Donc là, il y a déjà beaucoup de choses, et ensuite l'après-midi c'était un temps libre, c'est-à-dire qu'on pouvait continuer à œuvrer sur le terrain pour le bien commun, ou alors on pouvait prendre du temps pour soi. Voilà, donc, et ensuite le soir, pareil, il y avait un enseignement avant le repas, une sorte de prière, et le repas encore pris en conscience. Alors je vous décris juste ce quotidien pour vous montrer que dans cette organisation, en fait, il y a tout. Il y a l'aspect reliance spirituelle à travers la méditation au lever du soleil, il y a la contribution à la communauté, il y a le bien-être du corps et de la danse, ça c'est plus pour le deuxième chakra, premier chakra, à travers la panorhythmie. Il y a le chant spirituel, la prière avec le cinquième chakra, manger en conscience, et puis là on avait aussi des tâches collectives et l'après-midi prendre le temps pour soi. Donc vraiment une organisation où il n'y a pas de séparation entre l'esprit et la matière, l'individuel et le collectif. On ne peut pas, parce que des fois quand on vit dans une communauté, on peut avoir des peurs, c'est-à-dire finalement je vais un peu m'oublier, je vais tout donner à la communauté. On a peur ça a pu être une peur par le passé, même encore, des fois je suis assez vigilant de ne pas tomber dans l'excès,
de dire bah, je vais travailler, et puis au final on s'oublie un peu, on prend plus le temps pour soi, au bout de 2-3 mois on se dit mince, j'ai trop donné, il faut que je donne sur moi. Donc déjà, dans ce mode d'organisation, ben, on ne pouvait pas trop s'oublier déjà, mais on ne pouvait pas oublier de donner à la communauté. Donc c'est déjà très appréciable, il y a un bon équilibre. Et puis surtout aussi l'équilibre entre l'esprit et la matière. Donc il y avait vraiment des tâches dans la matière, laver les sanitaires, faire tout un travail dans la matière, et après le spirituel. Et le spirituel, bien sûr, était bien présent parce que le maître à Grenoble, c'est un enseignement spirituel. Et il a, entre les enseignements oraux, il y avait plein de sortes d'enseignements, il y avait aussi une bibliothèque, il y avait tout pour mener une vie complète. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment une expérience qui m'a marqué, c'est-à-dire que pour moi, une oasis lunaire, il peut y avoir différentes façons, différentes formes de créer une oasis lunaire, mais ça, c'est vraiment une oasis lunaire pour moi qui revêtait tous les aspects de l'être. Donc on peut regarder sur tous les chakras en fait. Pour moi, si je devais créer une oasis de lumière, et là on est un peu en chemin pour en faire une, c'est-à-dire créer une oasis de lumière qui permet à l'être de s'accomplir sur tous les chakras. Alors on pourrait, c'est-à-dire pour le premier chakra, ce serait la permaculture, l'autoconstruction ou encore le corps. Prendre quelque chose avec des médecines douces, ou quelque chose qui est comme du yoga, tout ce qui va être sur l'aspect corporel et physique, matériel pur. Après, on pourrait aussi regarder au niveau du deuxième chakra. Qu'est-ce que dans notre oasis de lumière, dans notre lieu de vie, notre sanctuaire, on peut l'appeler comme on veut, on développe au niveau du deuxième chakra. Ben là, ça pourrait être au niveau de la danse, ça pourrait être de l'art, parce que le deuxième chakra, c'est la créativité. Alors là, oui, c'est vrai, ce qui vient, c'est les énergies sexuelles, on les associe au deuxième chakra. J'ai même reçu un email récemment, c'était un lieu dont la vocation, c'était notamment le tantra. C'est qu'il place la permaculture, la gouvernance organique et le tantra au cœur de leurs préoccupations. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on renie, qu'on n'ose pas regarder, mais ils vivent en conscience une sexualité consciente. J'ai pas été les voir après comment ça se manifeste, mais là je trouvais ça chouette de placer ça presque dans leur charte. Si on a envie de les visiter, on sait que c'est quelque chose qui occupe une place importante, et voilà. Bonjour. C'est le gardien des lieux. Voilà. Mais ça aussi c'est important, c'est la communication avec les animaux, le règne animal, c'est très peu important dans les oasis de lumière. Après on pourrait dire le troisième chakra c'est la volonté, ah oui c'est aussi l'individualisation du je suis dans la matière, le rayonnement. Donc c'est une oasis de lumière, c'est donc pas un centre qui est totalement dédié à la fraternité, mais aussi où chacun trouve son rayonnement individuel, et ça c'est à travers le collectif. En fait, pour qu'une organisation collective soit réussie, c'est important que chacun, qu'il y ait une gouvernance organique qui se fasse sur le je suis incarné de chacun. Voilà, pour moi, il n'y a pas de règles à établir, de règles trop compliquées dans le mode de vie, mais c'est que chacun fasse un travail intérieur sur soi, sur son être individualisé, donc troisième chakra, et qui développe son rayonnement. Et c'est simplement le rayonnement de tous les êtres mis en commun qui fait le rayonnement du lieu sur lequel on habite. Donc ce troisième chakra, il est important, c'est prendre soin de soi, avoir l'estime de soi aussi, on associe le troisième chakra à l'estime de soi. Dans une oasis de lumière, c'est ne pas s'oublier pour les autres, mais avoir sa place complètement. Donc ça c'est très important. Après, c'est l'équipe des chakras, c'est de ne pas prendre trop de place, c'est savoir juste prendre sa place, et voilà, c'est un juste milieu à trouver. On pourrait continuer sur le quatrième chakra. Le quatrième chakra, c'est l'amour inconditionnel, le cœur, le partage, la fraternité. Au niveau du quatrième chakra, on pourrait placer quelque chose au niveau des soins. Une oasis de lumière, c'est quelque chose qui peut aussi accueillir des cabinets de thérapie, de soins énergétiques, plein de choses au niveau de la guérison. Voilà. S'il y a d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez pas à me dire. Je sais que je ne suis qu'une pièce du puzzle et que pour construire le paradis, vous êtes des pièces uniques et magnifiques également. Donc n'hésitez pas à me partager vos expériences et vos souhaits du cœur.
Alors, si on monte au 5e chakra, on aurait également un aspect de communication. Qu'est-ce qu'on place, comment on a interagi au niveau du 5e chakra dans une OS de lumière? Tout d'abord, c'est avec la communication bienveillante. D'autres parlent de communication non verbale. Déjà, ça c'est primordial dans un collectif, de vivre avec cette communication bienveillante. Autre aspect du 5e chakra, c'est la transmission. Donc une OS de lumière, transmission par le verbe. C'est-à-dire une OS de lumière peut être un lieu d'enseignement. Comme par exemple ici, le 5e chakra il est très très actif, c'est un lieu de conférence. Il est bien incarné par le domaine de l'instinct, c'est merci. Mais si je continue sur le 5e chakra, vous avez pu entendre tout à l'heure que le maître Ivanov, en tout cas dans le centre du Bon Pain, il y avait des chants sacrés. Donc voilà, il avait pensé aussi à inclure tous les chakras, le 5e chakra à travers le chant. Voilà. Donc le maître Ivanov, en tant que scientifique de la conscience et des lois spirituelles, il avait vraiment pensé à tout. Il avait vraiment pensé que sur le lieu, il fallait que l'être puisse interagir avec ses propres énergies à travers tous ses chakras. Donc on pourrait développer encore plus haut, au 6e chakra, c'est la conscience, comment on vit en conscience à travers les sphères spirituelles, les facultés de télépathie. Ça, c'est ce qu'on développe en ce moment. Une OS de lumière, c'est un lieu qui a une qualité vibratoire qui est importante, qui est ascensionnée. Et on communique plus simplement par la parole, mais on communique aussi par télépathie avec les autres êtres. On se comprend simplement en se regardant dans les yeux, de cœur à cœur. Mais aussi on communique avec le vivant. Bien sûr, la communication elle part du cœur, donc c'est le troisième œil. On communique avec les arbres, les animaux, ceux qui nous guident, avec les dévas de la nature. Et ça, c'est aussi important dans une oasis de lumière, c'est d'avoir cette faculté de reliance avec les dévas de la nature, les gardiens du lieu, pour être amené à créer diverses choses sur le lieu. Donc voilà, 6e chakra. Et ensuite, le 7e chakra, c'est la reliance au ciel, au cosmos, pur, à l'esprit. Donc, bien sûr, ici, je sais que tout le monde est inspiré par cela, donc c'est important aussi de le signaler. Et même les plans galactiques, les extraterrestres, on a cette conscience au niveau des oasis de lumière. Donc, simplement, c'est vraiment ce que je souhaite proposer aujourd'hui, c'est une oasis de lumière. Comme dans la transmission du maître Ivanov, c'est simplement un lieu où des gens vivent en conscience selon les lois initiatiques. C'est-à-dire que pour moi, une oasis de lumière, il y a des communautés qui sont écologiques. Par exemple, c'est super, franchement, c'est magnifique juste d'avoir cette conscience écologique, surtout avec l'état de la planète actuellement. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est la conscience des lois spirituelles. Pour moi, une oasis de lumière fonctionne et aboutit dans un certain sens, c'est pas un jugement, mais quand on a vraiment cette conscience de se relier à plus haut que soi et vivre avec les lois initiatiques. Donc si on suit un développement intérieur et qu'on aspire à vivre au quotidien selon des lois initiatiques, on ne peut que vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres et la nature. Donc pour moi, une oasis de lumière, c'est un lieu de maîtrise. C'est un lieu où on apprend la maîtrise parce qu'on n'est pas guéri soi-même. Moi, je ne le suis pas du tout. J'ai encore plein de failles à guérir, à transmuter. Mais c'est pas grave. C'est mon âme qui est comme ça. Mais on est en chemin. On a cette conscience où on ne va pas dévier du but pour autre chose. Et on est dans cette rectitude quotidienne. Et ça, c'est important. Voilà. Oui, après tout ce que je peux parler, c'est voilà, les oasis de lumière, c'est simplement des relais de la fraternité spirituelle sur Terre. Pour moi, c'est comme le maître l'a dit, c'est un enseignement solaire. Pour moi, une oasis de lumière, c'est un lieu de rayonnement. Il faut juste le percevoir comme un soleil et qui va éclairer les êtres. Le soleil, il nous donne chaque jour tous ses rayons à toute l'humanité. Il ne distingue pas les races, il ne dit pas je vais donner un peu plus aux juifs, aux arabes, je donne un peu plus aux enfants qu'aux grands-parents. Non, le soleil il donne à tous. Et la qualité d'une oasis de lumière, c'est d'être un lieu d'accueil, de ressourcement qui est ouvert à tous, sans distinction de race, mais qui offre un accueil identique, c'est-à-dire dans l'amour inconditionnel à tous les êtres qui viennent.
Donc ça, c'est pas encore facile. Moi, je sais que c'est pas facile. On a encore du mal à accueillir certaines parties de nous qui sont le reflet des autres qu'on voit. Mais en tout cas, bon, on y va par tâtonnement et on progresse. Donc voilà. Oui. Donc ça, c'est pour l'enseignement solaire, hein, pour mettre cette conscience au niveau des usages de lumière. Après, il m'est venu, j'ai lu un article récemment, c'était que le 2 août, l'humanité... oui, Marie, je vois que tu soupires, tu as une grande conscience écologique, et merci. En fait, le 2 août, l'humanité aura consommé toutes ses ressources annuelles, sans quoi elle ne permet pas à la Terre de se renouveler. Alors, est-ce que vous comprenez un peu le sens de ma phrase? C'est-à-dire que normalement, on doit permettre à la Terre de se renouveler naturellement chaque année. On peut consommer, mais sans être dans l'excès. Si on n'était pas dans l'excès, on permettrait à la Terre de se renouveler. Là, d'un point de vue de l'humanité globale, c'est le 2 août. Ça fait un peu beaucoup au niveau de la dette. Ouais, il y a une phrase qui dit si le climat était une banque, si la Terre ou le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Donc là, on a une grosse dette au niveau de l'humanité déjà. Donc en fait, une OS de lumière, c'est aussi un lieu qui ne vit pas à crédit vis-à-vis de la Terre-Mère, mais qui est plutôt créatrice. Alors, j'ai fait des tests individuels au clair ressenti. Je voulais savoir comment je me situais à titre individuel. Moi, je sais, à un moment, j'étais vers le mois d'octobre, puis novembre, ça dépendait des... J'ai fait beaucoup de trajets, mais en fait, j'étais encore à début. J'avais encore un début cette année vis-à-vis de la Terre. C'est-à-dire que dans mon mode de vie, pourtant, je n'estime pas encore avoir un mode de vie trop consumériste, mais si. Je me suis calculé que pour moi, j'avais un débit vis-à-vis de la Terre, et on a fait des tests vis-à-vis d'un groupe qui est venu ici dans la région de 13 personnes. Il n'y avait qu'une personne qui vivait à crédit vis-à-vis de la Terre. C'est-à-dire que globalement, on est tous débiteurs vis-à-vis de la Terre, et ça c'est un invite à en parler aujourd'hui sur le sujet des OS de lumière. C'est-à-dire, les OS de lumière, ça va être, on doit changer nos modes de vie pour vraiment être dans cet état de non-pollution, de pureté, au niveau de la consommation énergétique, au niveau des aliments, tout ça. Donc ça c'est important parce que vraiment on ne peut plus continuer avec, à gaspiller. Voilà. Vous vous rendez compte quand même, le 2 août on a gaspillé. Alors à titre individuel, je suis sûr qu'ici on n'a pas des droits consuméristes, mais quand même ça nous interpelle. On a même qui disent qu'il faudrait 2 fois aider la Terre pour soutenir le mode de consommation de l'humanité. Bon, on comprend bien que si on continue comme ça, la Terre elle va un peu pousser, éternuer. Nous on n'est que des petites particules, donc bon. Ça ne va pas se passer comme ça quand nous sommes des magiciens, mais c'est simplement pour prendre conscience que les OS de lumière sont amenés à adopter des modes de vie très purs. D'ailleurs, discuter avec Marc, parce que vous avez tous vu l'éolienne qu'il y a sur le lieu. Marc il disait qu'il était bien content que l'éolienne soit plus grande aux batteries. Ça faisait un mode de vie plus pur et on a plus de conscience. On n'utilise pas l'électricité n'importe comment. On vit en fait juste comme les anciens. Comme les anciens le faisaient. Et voilà. Alors en fait, j'ai écrit le livre il y a 3-4 ans. Il est sorti l'année dernière. Mais si je devais l'écrire aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus aussi de la conscience aborigène et chamanique, amérindienne. Voilà, j'ai pas eu la chance de visiter encore des tribus de l'autre côté de la planète, mais ce mode de vie s'impose à moi, et pas qu'à moi en ce moment. C'est-à-dire, en fait, je crois vraiment qu'au niveau des OS de lumière, on va redevenir des aborigènes et des indigènes, c'est-à-dire vraiment juste aller chercher son eau à la source, les produits, toutes les machines électroménagers, tout ça, je ne crois pas que c'est un grand avenir encore. Ça va perpétuer quelques années, peut-être quelques dizaines d'années, parce que le changement il est progressif, mais vraiment je crois que tout ça c'est amené à disparaître et c'est important, bien sûr, en prend conscience de ne pas forcément les utiliser. C'est simplement pour un retour à la Terre, hein, parce qu'on est... Regardez même des vidéos cette semaine, on a parlé de quelque chose qui s'appelle Primitive Technology. C'est un étranger, je crois, qui est assez jeune, 25-30 ans. Il construit des habitations, il se filme en train de construire, mais sans outils. Pas de perceuse, pas de tournevis, rien. Tout ce qu'il trouve dans la nature.
et construire des cabanes, un four, tout ça. Et ça nous montre vraiment qu'on peut construire quelque chose, et même une OS de lumière, sans grands moyens en fait. Si on est, le seul qu'on ne sait pas vraiment le faire parce on a été coupé du vivant, on a été coupé de la terre, comment interagir avec la nature, donc on a perdu des connaissances, mais ça on va les retrouver aussi. Voilà. Donc ça c'est une petite introduction, mais est-ce que vous avez des questions? Parce que faire des monologues, c'est pas non plus que j'aime bien quand c'est dans le partage. Et c'est surtout ça qui enrichit ces conférences. Parce que j'ai noté plusieurs points, mais j'ai pas envie de tout dire comme ça. Il faut les développer. Tu vois? Oui. Il y a un micro qui arrive. Ouais. C'est juste que tout le monde t'entend passer. Moi, j'ai un questionnement par rapport à l'écologie, dans le sens où je me suis observée faire, et j'essaye de fonctionner beaucoup au ressenti. Ouais, c'est ça, au ressenti. Et j'ai remarqué mon évolution, je me sentais beaucoup plus concernée par l'écologie il y a quelques années que maintenant, bizarrement. Et j'essaye aujourd'hui de me détacher de la culpabilité que je peux avoir vis-à-vis de tout ça. Ou, je sais pas, en fait je pose la question, hein, moi-même je m'interroge de mon fonctionnement et j'observe, j'essaye de suivre au plus être en accord avec ce que je ressens, mais je vois que je fais beaucoup moins attention qu'avant, bizarrement. Comme si en ce moment, pour moi, le plus important, c'était de prendre soin de moi, et qu'en prenant soin de moi, si par exemple, je sais pas, je prends la voiture en culpabilisant, j'ai l'impression qu'au point de vue de l'énergie, c'est mauvais à deux titres. C'est mauvais parce que je pollue, mais en plus c'est le genre de pollution aussi énergétique. Et que j'ai l'impression que par rapport à l'énergie que j'envoie, c'est beaucoup plus nuisible mes pensées, ma manière de vivre les choses, plutôt que les actions que je fais. Mais j'aurais bien, enfin voilà, ça m'intéressait d'avoir aussi la vision de chacun, et je sais que je peux être choquante aussi. Non, pas du tout. En fait, ton partage m'amène à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. À un moment donné, je faisais très attention à l'alimentation, j'aimais des extrémismes ou les jeunes et tout, je faisais vraiment beaucoup ça. Et je mangeais à un moment donné plus des fruits et je mangeais plus de viande, tout ça. Et un jour, on m'a dit à remanger de la viande. Moi, j'ai besoin de remanger de la viande. Et je disais non, j'avais un combat intérieur, je disais non, je peux pas manger de viande, je peux pas tuer quelque chose qui souffre et tout. Mais en fait, peut-être que mon corps, j'avais besoin de vivre cette expérience en fait. Je refusais l'expérience de remanger de la viande. Bon, je dis pas qu'il faut forcément le faire, mais en fait, c'était pas un acte d'amour envers moi que de refuser d'en manger. Donc, un peu comme toi, j'étais dans un refus, un manque d'amour, d'accepter quelque chose, de visser une partie de moi j'ai appris beaucoup en mangeant de la viande, en fait. En remangeant à un moment donné de la viande, j'ai pu m'observer, comprendre d'autres processus à l'intérieur de moi, et ça a fini par faire mon évolution. Je dis pas que c'est nécessaire, mais j'avais besoin de le vivre. Alors, comme tu le dis, il faut surtout pas avoir de culpabilité, juste de la responsabilité, juste prendre conscience que oui, manger de la viande, congeler une voiture, ça pollue, c'est pas encore bon, mais peut-être aussi accepter le point où on en est, quoi. Si on n'arrive pas à faire autrement, on va pas se torturer intérieurement, on va accepter les choses, et on va se dire, quand on a la force intérieure de changer, on changera. Voilà. Mais surtout pas avoir de culpabilité. Et puis au niveau de l'écologie, c'est juste de faire un petit peu attention. C'est vrai qu'il y a des modes de vie qui sont très polluants. Voilà, mais si on n'arrive pas encore à être créditeur de la Terre, c'est pas grave, on va y arriver à un moment donné ou à un autre. Il ne faut surtout pas avoir de jugement envers soi-même. Et, faire des choses comme on peut, du mieux qu'on peut dans l'instant présent, c'est déjà une très bonne chose. Voilà, donc merci pour ton partage. Même nous, hein, même moi, là, je construis un lieu, je suis sur le terrain avec mon ami, je suis guidé pour avoir une conscience aborigène et l'incarner, mais encore, on utilise encore un peu des produits chimiques rien que pour faire les murs, tu vois.
tout ce qui est ciment, tout ça, bon, il y a plein de petits matériaux, on veut vraiment pas en utiliser trop, mais j'ai ça qui se présente à moi, là je connais pas encore les anciennes techniques, alors je vais essayer de limiter. Bon, j'accepte ce qui est pour l'évolution, on essaie juste de faire du mieux qu'on peut, donc c'est déjà important. Voilà. Oui, d'autres partages? Il y a un micro qui arrive. Oui, vous m'entendez? Oui. Il y a un point, j'ai l'impression, qui est complètement occulté. C'est le point du nombre de la population. Oui. Alors, ce que vous préconisez pour un certain nombre d'élus, entre guillemets, Pardon? ce que vous préconisez, point de vue Oasis de Lumière, pour un nombre d'élus en particulier. Ah non, j'en préconise pas, hein, pour de nombre d'élus, j'ai pas parlé de ça. Hein. Oui, je mets des guillemets au mot élu. Mais lorsqu'on s'approche des grandes agglomérations de plusieurs millions d'habitants, Oui. comment gérer une telle masse de population avec les technologies ou les techniques dont vous nous parlez? Ah oui, de retour à la nature. De retour à la nature, Ouais. donc, ce qui est valable pour un petit nombre devient impossible au niveau d'un certain nombre d'habitants. Eh bien, je pense que oui, ça, la question de la population est très importante. Surtout, je sais plus combien on est maintenant, peut-être plus de 7 milliards, on va vers 8 milliards. Je ne sais plus trop ces chiffres-là, ça a l'air assez impressionnant. Mais je crois, je me suis posé la même question que vous, ou que toi, hein, d'habitude de tutoyer, il y a quelques années, mais Guy m'ont dit vraiment ne t'inquiète pas du tout, parce que tout va s'harmoniser selon un plan d'esprit qui est parfait, que tu ne peux pas encore imaginer. Il n'y a pas trop je ne crois pas au cataclysme, par exemple, tous ces grands chamboulements, en tout cas, je ne souhaite pas les créer. Mais on va trouver. Puis en fait, les villes, moi aussi, je me disais, mais oh là là, ils vivent tous ensemble, les uns sur les autres, c'est horrible. Et comment ils font? Mes guides, ils me disent de ne pas juger, déjà ça, et ils me disent, oui, mais regarde, ils sont tellement amoureux les uns des autres qu'ils se retrouvent tous ensemble, très proches des uns des autres, parce qu'ils s'aiment beaucoup. C'est tout. Donc, c'est juste des gens qui ont tellement d'amour les uns pour les autres qu'ils se retrouvent de manière très proche. Après, bien sûr, il faut transformer les villes. Et ça va prendre du temps, parce que quand on voit une ville comme Paris, Marseille, plein de béton, on se dit que c'est pas en 2 ans qu'il va y avoir, je sais pas comment, je vais sembler longtemps dans la 5e dimension, mais c'est vraiment une blague, bon, un peu, après, voilà. Mais ça met du temps, ça met des décennies, voire des siècles à se transformer. Et après, on peut vraiment vivre même dans les villes. Pardon, Marie. Alors, on peut vraiment créer quelque chose, voilà, dans les zones de lumière, bien sûr, des lieux comme ça, dans la nature, c'est parfait pour vivre en autarcie, en autonomie, mais vraiment les villes aussi, le changement il va être impulsé au cœur des villes. D'ailleurs, il y a quelqu'un que je connais qui s'appelle François Rouillet, qui au niveau qui parle, il avait fondé, je crois, les Incroyables Comestibles en France. Vous avez entendu parler de ça? Oui, je vois des hochements de tête. Et en fait, j'ai rencontré l'année dernière, il est venu dans la région, et lui, il propose des techniques pour faire de la permaculture urbaine. Et il signe des projets, des contrats d'engagement avec les villes, Albi, Rennes, là il est en conférence à Amiens, et même à l'étranger, pour permettre l'autonomie alimentaire des villes. Et moi j'ai vu ces photos sur Facebook. En fait, avec les techniques qu'ils utilisent, on peut créer et on peut produire énormément de légumes sur du béton. Bien sûr, on met du bois. Sur les toits de Paris. Voilà, sur les toits. Il y a des permis de végétaliser dans les villes maintenant qui sont accordés. Donc en fait, voilà, les villes elles vont être transformées, la nature va reprendre ses droits. Et je me fais pas trop de soucis pour le nombre d'habitants, je crois que c'est plutôt une richesse. J'avais entendu qu'il y avait 1 hectare de terre disponible par habitant sur Terre. C'est-à-dire que si on divisait les surfaces terrestres disponibles, chacun aurait 1 hectare. C'est déjà pas mal quand même. Oui, 1 hectare de terre arable ou bien de désert ou de terre glacée. Ça, je sais pas encore. Mais bon, si on vit à 10-15 sur 1 hectare, c'est encore envisageable. Hein. Il y en a quelques-uns déjà. Donc voilà, mais je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Il y a un plan divin qui est prévu.
je vais le laisser s'installer tranquillement et je suis sûr que dans quelques années, ces questions, on ne se les posera plus, on appréciera comment ça se dénoue. Merci en tout cas pour la question. Pour rester sur la question du nombre, est-ce que tu as une idée du nombre, je dirais, le plus adéquat pour créer une oasis de lumière Oui, de participants? oui, ben là, il n'y a pas de nombre adéquat parce qu'on peut la créer tout seul. Si on est simplement quelqu'un qui est implanté dans une forêt, en fait, l'OS de lumière, c'est juste un rayonnement de ce qu'on incarne. Donc qu'on soit 1, 10, 15 ou même une ville comme Paris, Shanghai, si elle a déjà son rayonnement, c'est une OS de lumière, dans le sens où si on avait une vision des choses, on verrait juste la lumière des gens déjà. Mais voilà, on peut être 15 millions, c'est pas grave, c'est juste de se placer. Bien sûr, on est amené, moi j'ai la chance de vivre dans un espace où on n'est que 3 et c'est super. Il y avait d'autres projets que j'avais visités dans la région, mais là ils étaient 10-15 et je vois comment ils vivent de manière tellement intense et tout. Pour l'instant, c'était pas pour moi. Moi j'ai besoin de vivre avec une certaine solitude, un centrement. Mais il y a des gens qui avaient un projet à Fourfou, c'est juste un peu plus loin. Peut-être que vous avez été en contact avec eux? Non, pas du tout. Mais voilà, là le projet il est un peu en stand-by, je pense vraiment. Pareil, c'était une dizaine. Et voilà, mais bon, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on a envie de vivre. On peut être 2, 3, 15, 20. Au Auroville, ils sont plusieurs milliers. Voilà, c'est bien. Hein, il y en a pour tous les goûts. Et c'est simplement si on est à l'écoute de soi qu'on va diriger, de toute façon, qu'on va rencontrer les bonnes âmes, parce qu'il y a une alchimie aussi à établir avec les âmes pour créer des projets comme ça. Hein. C'est comme dans un couple, il faut vraiment qu'il y ait des complémentarités très fortes, et même qu'on ne connaît pas forcément, qui vont nous permettre de vivre ensemble, parce qu'on a des goûts différents, on a aussi nos blessures, et parce qu'on a des blessures, on ne pourrait pas vivre forcément avec des personnes dans l'immédiat qui ont les mêmes blessures, parce qu'on n'est pas prêt à agencer nos blessures ensemble, de vivre à travers d'autres. Donc en fait, les regroupements, ils se font avec des personnes qui sont compatibles. Comme l'image qui me revient, c'est comme les brins de l'ADN. L'ADN, c'est une double spirale, ou même plus de spirales, mais il y a tout qui s'agence, c'est comme des briques, hein, qui sont parfaitement organisées. Une OS de lumière, c'est pareil, c'est des âmes qui s'allient ensemble avec une alchimie qui est parfaite. Il faut avoir aussi cette conscience de l'alchimie quand on est pour vivre dans la maîtrise avec une OS de lumière. Je trouve que c'est important. Si on étudie l'alchimie, on peut comprendre nos rapports intérieurs et des rapports de toute la vie. Voilà. Ça. Très bien, merci. Merci. Est-ce que j'ai un peu parcouru ton livre mais j'ai pas suivi. Est-ce que tu t'es intéressé à des modes de communication, de gestion justement au niveau relationnel de ce qui se passe dans un lieu collectif comme ça? Par exemple. Bon, je prends l'exemple, on est un petit groupe ici à 3 où on est très inspiré en fait par cette vision-là. Et par exemple, je vois que là on est vraiment dans les questions du troisième chakra, sur toutes les questions de place et du coup de souveraineté, d'estime de soi, de toutes les histoires de est-ce qu'il faut des règles, quelles règles on met, comment ça se passe. Et en fait j'ai l'impression que c'est ça qui est très compliqué à niveau humain en fait, pour arriver à juste cohabiter. La gestion du collectif, c'est un peu ça. J'entends un peu ce que tu me dis. Il y avait une première chose, c'était au niveau de la communication, et après au niveau des règles, entre guillemets. Alors, moi, par expérience, j'ai l'impression que vraiment, ça c'est le choix de mon âme. Hein. Je dis pas que c'est une vérité, après c'est à chacun de trouver, mais je suis pas trop pour mettre des règles, mais simplement comment je veux dire, c'est un travail intérieur. Et ce qui me menait en préparant la conférence, c'était, voilà, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des tensions, mais c'est quand il y en a, il faut s'en remettre. Ce que je demande, si j'ai des conflits avec ma partenaire ou avec d'autres gens, je demande que ce soit, et que je ne trouve pas la solution, je demande que ce soit la lumière qui intervienne pour me guider et remettre les choses en place. Parce que comme la personnalité est blessée, on est suractivé, on peut dire des mauvaises paroles, faire des mauvais choix, des mauvais gestes.
Et il vaut mieux laisser la source nettoyer tout ça, purifier et nous guider pour remettre les choses à leur juste place. Si on a des conflits, ben, c'est savoir prendre ses responsabilités, parce que pour moi, c'est une des premières règles, c'est qu'on est créateur de toute sa vie, et c'est jamais les autres déjà. C'est pas les autres le problème. Bien sûr, on va dire oui, mais j'ai un conflit avec un tel, il est bien un peu responsable. Mais dès qu'on se met dans cette conscience-là, on oublie que c'est nous on délaisse notre pouvoir créateur, tu vois. Si tu crées ta vie à 100%, déjà, tout ce qui va t'arriver, c'est toi qui le crée. Donc s'il y a des mauvaises choses, c'est simplement, ça nous invite à revenir vers nous, et d'accepter quelque chose en nous, de le guérir, et de ne pas hésiter à le partager avec l'autre et de le reconnaître. Déjà dire, ben voilà, je reconnais que c'est mon ego qui est activé, je reconnais que j'ai telle blessure et tout, et rien qu'en faisant ça déjà, eh ben on permet à l'autre de se déculpabiliser, de relâcher la tension qu'il peut avoir vis-à-vis de nous. Et au niveau de la communication, bien sûr, c'est tout ce qui est CNV, hein, communication bienveillante. J'ai pas étudié, j'ai pas suivi de formation en CNV, mais j'ai fait du coaching, tout ce qui était en termes de la communication, c'est respecter là des règles de savoir parler, de savoir être avec l'autre, ça c'est primordial. Voilà. Et je suis pas trop pour les règles, je pense qu'il faut juste se relier à l'esprit, faire de son mieux, et laisser les choses nous guider, voilà. Vous savez, dès qu'on met des règles, ça risque d'être trop rigide, après, ça peut être des prisons. Hein. Donc, voilà. Il ne faut pas s'enfermer. Tu souhaitais ajouter quelque chose d'autre? Non, mais c'était ça. Arrive, on partage. Je pensais comme toi avant que. C'est comme ça qu'il ne fallait pas la conscience et expérimenter. Je pense que par expérience, on est bien obligé de faire de la réflexion, on n'a pas l'intuition. Oui, alors, tu pourrais me citer un exemple de règle, par exemple? Bon, je peux te partager une expérience, si tu veux. C'est que comme mon ami. Je sais que vous avez un but qui est vraiment écologique et tout, et c'est super. Mais par contre, j'ai tellement du mal avec les règles que nous aussi on a un lieu avec Anne, et on se posait la question, est-ce qu'on accepte les gens qui fument ou qui boivent? Parce que c'est pas... comment je vais dire? Pour moi, quand on fume, même de la cigarette ou autre chose, ou qu'on boit de l'alcool, de manière non maîtrisée, ça nous décale, ça décale notre aura, c'est d'autres choses, on appelle ça entité, plein de choses. On va dans nos ombres et on n'est plus maître de soi, on fait notre conquête. Et je me disais, oui, mais il y a des gens qui veulent peut-être venir ici, mais ils boivent et tout, bon là. Je me posais des questions comme ça, pratiques, hein, comme je suis en cours. Et en fait, j'aurais bien, à un moment donné, je me suis dit, je vais mettre. Peut-être qu'il faudrait dire qu'il y a une règle ici, c'est qu'on ne boit pas et on ne fume pas. C'est super, hein. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui disait, oui, mais regarde, là, en fait, le lieu, c'est un centre de guérison. Un oasis de lumière, c'est aussi un lieu où on va se guérir. Si tu ne permets pas à quelqu'un qui est alcoolique ou qui a des problèmes de fumette, de venir, tu ne permets pas de se guérir. Donc d'un côté, en mettant une règle, tu pourrais fermer la porte à quelqu'un qui pourrait vivre une transformation sur ton lieu. Après, voilà, je sais que vous avez une expérience, et moi je ne sais pas que le fait de mettre des règles ou pas, c'est mieux, mais bon, on pourrait retrouver le juste milieu dans ce que vous souhaitez véhiculer auprès des autres, règles ou pas règles, je vous laisse faire l'expérience. Je te laisse continuer ou on attend que les questions viennent naturellement. Ah, il y en a une là, par là. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Oui, alors, j'aimerais poser une question sur l'alchimie. D'accord. En lien avec les oasis de lumière. Ok. Voilà. Comment est-ce que l'alchimie est vécue à la fois intérieurement et collectivement dans la création d'un oasis de lumière? Ça, c'est une grande question. Parce que l'alchimie, voilà, c'est vrai qu'on pourrait l'alchimie, elle est sur plein de domaines. L'alchimie, c'est le maître Ivanov, ou Peter de Neuf, il disait, il classait l'alchimie comme la science primordiale.
Il avait établi, j'ai eu une sorte de classement de disciplines qu'il estimait très importantes. Il y avait en tout premier l'alchimie, en deuxième je crois que c'était l'astrologie et peut-être après l'alimentation. Donc l'alchimie en fait c'est tout, parce que l'alchimie c'est la chimie de Dieu. Al, c'est ça signifie Dieu. Donc la chimie de Dieu elle est autant sur le plan de la matière. Si on fait de la permaculture, c'est de l'alchimie. Parce qu'il faut mixer le carbone, l'azote, plein de choses, je ne connais même pas assez encore, mais il faudrait mixer tous les éléments. Ça, c'est de l'alchimie. Donc déjà, si tu fais de la permaculture, tu vas faire de l'alchimie. Ensuite, tu vas construire, nous on doit en faire une rue, c'est de l'alchimie. Parce que si tu mets de la chaux et du sable et du ciment pour faire ton mortier, il faut respecter les bonnes proportions. Tu vas faire de l'alchimie quand tu la manges en conscience. Parce que dans les autres l'hiver, nous sommes invités à développer un mode de vie qui est sain. Donc là, il faut des talents de naturopathe. Comment tu mixes les aliments entre eux parce que tu as des combinaisons alimentaires qui vont produire une bonne digestion et d'autres qui vont pas tout ça, qui vont créer des ballonnements, des inflammations. Tu fais de l'alchimie dans l'alimentation. Après, tu fais de l'alchimie dans les rapports humains. Comment tu alchimises ton corps émotionnel, tes pensées, ton corps physique avec eux. Simplement entre frères et sœurs. Deuxième alchimie. Je ne peux plus répondre au alchimie dessus. Tu fais l'alchimie dans le couple. Donc tu vois, t'as tout ça qui est à prendre en compte. Donc là, l'alchimie casuelle de l'hiver, je vais réécrire un livre qui sera que sur ce sujet. C'est une question très longue. Mais c'est simplement prendre conscience que vraiment, il faut mixer les éléments en nous déjà. La chimie intérieure, j'aurais dû la citer en premier en fait, parce que c'est la première chose. Il faut déjà s'alchimiser soi-même. Ça c'est primordial, masculin, féminin, que tous nos corps soient bien équilibrés, corps physique et corps subtil. Et déjà, on arrivera à alchimiser le reste autour de nous. Après, peut-être qu'il y a une question d'alchimie sur un domaine précis. Là, je pourrais peut-être plus précisément. Oui, dans les émotions, justement. Les émotions, oui. Et tu as un partage Oui. On s'est lancé en fait tous les trois, on a une colocation. On s'est lancé tous les trois dans un voyage d'exploration pour se relier avec la nature et trouver notre fonctionnement à trois. Oui. Et on a remarqué en fait les ajustements par lesquels on est passé pendant toute la semaine, notamment au niveau émotionnel, justement en visitant chacun nos blessures et en passant par la communication. Et on a remarqué des phénomènes assez intéressants au niveau des émotions. On a vécu ce qu'on pourrait appeler une alchimie collective. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble nous a permis d'avancer très rapidement sur les problématiques que l'on vit individuellement, qui ont été vécues pendant longtemps. Et là, le fait de pouvoir les poser en groupe, eh bien, au début, c'était difficile, mais il y a vraiment eu un sentiment de pouvoir s'exprimer. Parce qu'on a remarqué, c'est que l'émotion se dégonfle. L'émotion se dégonfle. La charge émotionnelle que l'on peut ressentir. quand tu l'exprimes, c'est ça? Oui. Oui. Et ça, c'est important d'exprimer les choses quand on a des émotions. Parce que on va dire les émotions, c'est le deuxième chakra. L'énergie, elle a besoin de sortir, tu vois, par quelque chose. Pour transformer, alchimiser une émotion, il faut qu'elle passe de son état à un autre. Alors là, quand tu parles, tu permets à l'émotion de suivre ce trajet-là et de ressortir par le cinquième chakra, d'être déposée, d'être transmise à l'autre, pour qu'elle soit transformée. Et toi, tu te libères en exprimant ça. Donc tu te libères d'un point. Parce que si tu ne le faisais pas, ça c'est qu'un mode d'expression, de transformation d'émotion. Parce qu'on pourrait très bien transformer l'émotion juste par la danse. Rester dans le deuxième chakra. Est-ce que tu arrives à te mettre en colère quand tu danses, tu vois, franchement, si tu es sur une bonne musique et tu danses, tu ne peux pas te mettre en colère. Donc, ça, c'est un deuxième mode de fonctionnement. D'ailleurs, dans la langue des oiseaux, je vais proposer une conférence sur la langue des oiseaux, mais j'en fais déjà un petit peu. Que dans la danse, quand quelque chose est trop dense, quand les émotions sont trop denses, alors tu n'as qu'à danser, alors danse. C'est quand tu danses, tu sors de la densité. Toi, tu pourrais choisir la danse comme mode d'expression de libération des émotions.
Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'aller presque tous les jours au bain ou dans l'eau. Parce qu'on a la chance d'avoir des sources d'eau chaude ici. Franchement, quand tu es dans l'eau chaude, essaye de t'énerver dans l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui te calme, qui est paisible, qui est fluide. Ça te ramène à la matrice, au ventre chaud, la mer. C'est magnifique. Tu ne peux pas t'énerver quand tu es dans l'eau. Franchement, il faut vraiment être très activé pour le calme. Ça te calme tout de suite. Donc effectivement, tu as plein de modes de libération des émotions. À toi de trouver ce qui te va le plus. Ça peut être l'autoconstruction. Moi, je sais que quand je construis la ruine ou d'autres choses, quand je fais le jardin, je suis dans la matière et les émotions négatives, elles retournent à la terre. Donc voilà, à toi d'être le magicien de ta transformation. Mais merci pour ton partage.